Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top 10. Le thème de ce jour est les morts les plus stupides. Attention, les Darwin Awards, on vous rend hommage. Aussi, attention, ce top est violent, glauque et pas l'exemple à suivre. Sur ce, lançons le numéro 10. Le 9 avril 2017 en France, enfermé dans sa chambre par sa maman, un Français s'en va en descendant le câble Ethernet. À 1h30 du matin, à Rouen, un homme de 47 ans a tenté de quitter sa chambre en descendant le câble Ethernet. Il a choisi ce routeur parce que sa mère, inquiète, l'avait enfermé dans sa chambre pour empêcher de s'enivrer. Étant plus lourd que les gigaoctets, son poids est un poil trop lourd pour le câble et il s'est écrasé dans la rue depuis l'appartement du 9e étage. Les médecins n'ont pas pu le réanimer, mais n'ont-ils pas trouvé un autre moyen de se tirer du pôle génétique? Aïe 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 aïe. Mieux peut dire qu'il était vraiment pas connecté. Numéro 9. Un chasseur de Pokémon danois tué dans un accident de circulation nous signale un livreur conduisant une petite camionnette retrouvé mort dans une épave de véhicule. Le téléphone de l'homme était toujours déverrouillé et exécutait l'application Pokémon Go, ce qui a amené la police locale à spéculer que le jeu était l'acteur clé de la mort du jeune homme de 21 ans. La police dira: nous ne pouvons pas savoir avec certitude qui jouait au jeu au moment de l'accident. Cependant, normalement, un téléphone se dérouillera s'il n'est pas utilisé. Alors là, pour le numéro 8, on tient un champion. Le 29 avril 2004, à Brusheford, dans la Virginie occidentale, Alfred, 63 ans, avait des problèmes avec des termites dans sa maison. Il avait entendu dire que le gaz naturel était dangereux. Et il a pensé que c'était une bonne façon, à faible coût en plus, de fumer toute sa baraque. Il a donc fermé les portes, les fenêtres, ouvert le gaz et passé la nuit dans une caravane à proximité avec sa femme. Le lendemain matin, quand il est sorti, il respirait l'air frais et il se dirigeait vers sa maison. Lorsqu'il ouvrit la porte, il y eut une légère étincelle provoquée par le héros qui alluma le gaz naturel qui s'était accumulé dans la maison. La forte explosion a fait sauter le Porsche dans un ruisseau à proximité, a coupé le téléphone et l'électricité de la ville et a fait sauter une porte d'église. Il secoua les fenêtres et les nefs à 6 miles à la ronde. Oh punaise. Et c'est pas tout. Alfred est évacué par hélicoptère avec des graves brûlures dans l'unité des brûlures de l'hôpital de Cable Huntington. Sa maison n'était pas serrée. Pardon. Le gars aurait dit, il a présumé que la punition qu'il utilisait était efficace. Non mais Alfred, là c'est pas efficace. Au point où t'en es, c'est explosif. Pour le numéro 7, nous retournons en 1997 en Angleterre. Comment dire, il y a des folies ordinaires, puis une folie extraordinaire. Voler des feux d'artifice dans un dépôt de stockage est une folie. Mais utiliser une torche de soudeur pour couper à travers un mur de bâtiment avec des feux d'artifice, là, soit c'est une folie extraordinaire, soit c'est le roi des abrutis. Donc, plusieurs cambrioleurs ont poussé leur chance au bord de l'échec, on les connaît, lorsqu'ils ont tenté de retirer le cambriolage d'un bâtiment contenant un grand volume de feux d'artifice. Ils ont utilisé une torche à gage pour trancher à travers la porte principale. La porte étant de 8 pieds de haut, un béton renforcé pour couper la porte. Jusqu'au moment où la torche pénétrait la porte, le succès était à portée de main. Sauf que une étincelle a atterri dans une caisse de feux d'artifice à l'intérieur. Étant donné que des feux d'artifice, c'est explosif, et cette caisse particulière contenait l'équivalent de 100 livres de poudre à canon, donc c'est à peu près 5 ou 6 kilos, si je ne m'abuse pas. Toute l'usine a explosé. Les mecs, ils sont pris pour MacGyver. Donc on peut péter toute une usine, avec une flamèche et des tonnes d'explosifs. Génie. Pardon, je digresse, mais j'ai continué parce que c'est tellement épique. La porte a sauté de ses gongs et a claqué à plat dans le sol. Le toit s'est soulevé et atterri en une seule pièce. Fait intéressant, malgré la violence de l'explosion, les débris ont été confinés dans le périmètre de l'usine. Étonnamment, les auteurs n'ont pas été tués et n'ont jamais été retrouvés.
Leur équipement de coupe est resté derrière, ainsi que la voiture qui était aplanie par le toit en béton. Les professionnels en pyrotechnie sidérés les ont surnommés le trou dans le gang au sol. Putain, l'irrespect total. Ah, ils sont géniaux. Pour le numéro 6, nous restons en 97, le 21 décembre précisément, et nous sommes au Texas. Hi-ha. Un homme de Dallas, yeah, tu commences à avoir l'accent américain. Un homme de Dallas qui s'exposait à la circulation est décédé vendredi soir. Ouch. Attendez. Le mec est mort en s'exposant à la circulation. Comment il a fait son compte? Accrochez-vous bien parce que là, les Darwin Awards, ils ont gagné un spécimen qui aurait dû être le épique. Lui, il est fort. Donc la police a d'abord été interpellée parce qu'un automobiliste a remarqué un homme nu sur un chevalet de chemin de fer. Cet homme s'appelle Richard Hollis. Il a 47 ans. On va l'appeler Riri. Donc notre cher Riri se tenait sur ce chevalet toujours nu alors que la police s'approchait. Il a saisi ses vêtements, a couru vers un chevalet de béton de chemin de fer. Il a sauté, visant apparemment un support en béton en dessous. Il a raté son coup et est tombé de 35 pieds au sol. Il est mort à l'hôpital de Parkland 1 heure plus tard de ses blessures. Non, gars, tu n'es pas dans Portal. Tu peux pas résister à des chutes aussi hautes. Tu n'as pas le matériel pour. Numéro 5. On reste encore aux États-Unis parce que c'est la patrouille routière de l'Arizona qui a été perplexe lorsqu'elle est tombée sur un tas d'épaves fumantes incrustées dans le flanc d'une falaise s'élevant au-dessus de la route au sommet d'une courbe. Les débris métalliques ressemblaient aussi d'un accident d'avion, mais c'est avéré qu'il est restes vaporisés d'une automobile. Ok. La marque du véhicule n'était pas identifiable directement. L'équipe de laboratoire ont finalement compris de quoi il s'agissait en restituant les événements qui menaient à la disparition. Il semble qu'un ancien sergent de l'armée de l'air, déjà, rappelez-vous de ça, c'est un ancien sergent de l'armée de l'air, et en quelque sorte mis la main sur une unité Jet Assistant Takeoff. Les unités JATO sont des fusées à combustible solide utilisées pour donner aux avions de transport militaire lourds une poussée supplémentaire pour le décollage de l'aérodrome court. Ok, donc un ancien sergent de l'armée de l'air prend ce qui est normalement les avions de transport lourd pour décoller sur tout court. Ok. Oui, toi, il a juste une connerie. Ça n'a pas fonctionné. Écoutez la suite, vous allez comprendre. Les lits du lac du désert séché sont le lieu du choix pour battre le record mondial de vitesse de véhicule terrestre. Le sergent a donc amené l'unité Jato dans le désert et a trouvé une longue route droite. Il a attaché l'unité Jato à sa voiture, a sauté dedans, accéléré à grande vitesse et tiré sur la fusée. Les faits au mieux peuvent être déterminés comme suivi. Donc notre cher sergent crétin conduisait une Chevy Impala de 67. Il a enflammé l'unité Jato à environ 3,9 miles à l'heure. À 3,9 miles du lieu de l'accident. C'est établi par l'emplacement d'une bande d'asphalte fortement brûlée et fondue. Le véhicule a rapidement atteint une vitesse comprise entre 250 et 300 miles à l'heure. Enfin, MPF, oh putain! Il a continué cette vitesse en pleine puissance pendant 20 à 25 secondes supplémentaires. Le futur pilote expérimentera les forces générales. Le futur pilote expérimentera des forces G généralement réservées aux Jox F-14 de combat de chiens sous post-combustion. La Chevrolet est restée sur la route droite pendant environ 2,5 miles pendant 15 ou 20 secondes
avant que le conducteur n'actionne le frein, les fasse fondre complètement, soufflés par les pneus et laissant d'épaisses traces de caoutchouc sur la surface de la route. Génie, mec, t'as une vitesse tellement puissante, t'as fait 2,5 miles en 15 secondes. C'est un record. Pardon. Le véhicule s'est ensuite envolé pendant plus ou moins 1,3 miles, a heurté la falaise à une hauteur de 125 pieds et a laissé un cratère noirci de 3 pieds de profondeur dans la roche. À lui, pour la spéléologie, il est rapide. La plupart des restes du conducteur n'ont pas été retrouvés, cependant des petits fragments d'os, de dents et de cheveux ont été extraits du cratère. Et l'ongle et les éclats d'os ont été retirés d'un morceau de débris supposé faire partie du volant. Ironiquement, un autocollant de pare-choc, encore visible a été retrouvé indiquant comment êtes-vous, conduite, composé le 1800 head sheet. Ah là c'est sûr, sergent débile, head sheet tu vas la bouffer là. Numéro 4, le 23 novembre 2002 à Oslo en Norvège. Vers 16h45, des voisins ont rapporté avoir entendu un bruit fort suivi d'un incendie dans un garage de triage à Philipsstrand, juste à l'extérieur d'Oslo. Craignant d'attaque terroriste potentielle, les équipes de pompiers et de police se sont précipitées vers les lieux. Le sommet d'un train électrique brûlait. Lorsque l'incendie était éteint, les enquêteurs ont reconstruit sa cause. Les bombes aérosols et la peinture humide sur le côté du train ont été les premiers indices. Des jeunes Norvégiens victimes d'une société polie en son cœur se destinaient au désespoir de cause sur la propreté de l'ordre brutaux d'un pays où le train roulait toujours à l'heure. Et le collait à Teuman en édictant le symbole de leur oppression. Ils étaient tellement désespérés de faire valoir leur point de vue politique qu'ils ont franchi plusieurs panneaux d'avertissement de danger de la ligne haute tension et ont escaladé des clôtures pour atteindre leur objectif. L'un d'eux, un jeune de 17 ans, voulait marquer où aucun homme n'a encore marqué auparavant, sur le toit d'un train. Le fait que peu de gens venaient voir son art n'empêchait pas le jeune homme courageux de chercher à renverser le paradigme dominant. Il doit monter au sommet du train, a pleurer sa création et s'est levé pour proclamer son accomplissement. Ok, 2 petites secondes. Donc, notre jeune ami de 17 ans va taguer. Déjà, légalement, c'est un vandalisme. Mais en plus, il va taguer un endroit où personne n'a été. Donc, c'est un vandalisme créatif. D'accord. Mais notre vandal créatif va se lever et va toucher la ligne à haute tension. Quand il touche la ligne de tension principale, non seulement il a éclairé tout le quartier, mais aussi 15 000 volts l'ont traversé le corps. Ces restes ont été gravement brûlés et les autorités n'ont pas pu au départ déterminer que la victime était humaine. Non, effectivement, au début, j'aurais cru que c'était un barbecue qui avait mal tourné. Numéro 3, le 10 avril 2012. Laver des camions pour gagner sa vie, ce n'est pas un travail prestigieux. Mais il y a des avantages. En particulier pour ceux qui lavent les camions de Beer Store, une chaîne de magasins d'alcool canadien. D'ailleurs, c'est les Canadiens qui regardent l'émission et qui voient de qui je parle, enfin de quelle boîte je parle. Il ne sert à rien de leur côté des procès, parce qu'ils ont eu assez de problèmes avec ça, donc la découverte d'une bouteille d'alcool à bord peut être considérée comme un conseil, n'est-il pas? Et boire de l'alcool gratuitement peut rendre un travail subalterne plus facile à avaler. Personnellement, je travaille dans le truc où je dois des camions d'alcool et que je peux boire un coup gratos, je me promets à me servir. Sauf que ce qui va nous amener maintenant au gagnant décédé de ce prix Darwin. Derrière le siège du conducteur d'un camion Beer Store, découvre une bouteille de vodka pleine de liquide bleu. Je ne sais pas si le défunt avait avalé le liquide, s'il avait été d'une nuance suspecte de jaune, une nuance suspecte de bleu était jugé acceptable. Il sortit immédiatement la bouteille,
Donc vous réalisez ce qui va se passer. Ce qui est bleu et ce qu'il met dans le camion, c'est un produit lave-glace. Ces papilles gustatives et ces bulbes olfactifs devaient être en vacances ce jour-là. Parce qu'au cours des 2 jours suivants, l'homme est devenu de plus en plus malade en transférant le contenu de la bouteille dans son système circulatoire. Il est décédé à l'hôpital d'un empoisonnement au méthanol. Justement, on parlait des procès. Après sa mort, un procès contre la société mère de Birtor mérite une Stella Award pour une poursuite stupide. L'entreprise a été légalement réprimandée et interdit désormais aux chauffeurs de camion de placer des liquides essuie-glace dans des bouteilles d'alcool. Ouais, bon, d'un côté, il n'a pas à faire ça, ok, mais de l'autre côté, quelle idée à la con de boire sans dire ce que c'est. Numéro 2. Un étudiant qui s'est déguisé en Dracula pour Halloween voulait racheter une petite touche finale. Il a mis une planche de pain, le bois pain, pas une planche de pain en prenant du pain, soyez pas con. Enfin, si soyez con, mais alors c'est une pas de finir dans le métop. Donc il a mis une planche de pain sur le devant de sa chemise avant qu'on puisse de manière réaliste, oui, vous voyez pas, c'était des gros guillemets, oh c'est vrai, il n'y a pas de cœur, enfonçant un couteau dans la planche et pourtant qu'il s'était entorté par une pied tueur de vampire. Sauf qu'il n'a pas considéré la force de la mince planche qu'il a tapé le couteau avec un marteau. Dans notre ami le Dracula le Pacotille a eu le couteau, la lame du couteau a tout simplement transpercé la planche et s'enfuit dans son cœur. Il change cela de sa chambre à la fête d'Halloween, allaitant je l'ai vraiment fait avant de succomber. Ah lui, ce Dracula est vraiment une mort de merde. Numéro 1. Le 16 juillet 1999, dans l'Utah, un parapentiste de Riverton s'est transformé en parachute ascensionnel et est tombé dans le canal Murdoch, près de Lehi, dans le comté d'Utah lundi soir. Une parachute de Craig, oui, notre ami s'appelle Craig, s'est rempli d'eau et n'a pas pu s'échapper alors qu'il était entraîné vers un siphon du côté du canal, après sur l'autoroute L15, et finalement coincé contre une grille à 400 pieds en aval. Un employé a trouvé son corps dans le Provo Water User Association, qui savait que l'un des dangers du parapente était la noyade. Un petit peu avant de finir cette vidéo, nous sommes le 15 septembre 2014 au Pakistan, où 2 correspondants ont nommé l'acolyte crédule qui s'est porté volontaire pour être tué et ressuscité par un saint homme. Et non pas un saint homme qui avait fait l'expérience de la procédure, mais un débutant qui pensait qu'il lui donnerait un tourbillon. Pendant 5 ans, un soufi populaire avait fait des miracles auprès des villageois de Mubarakabad, désolé pour la précision immonde, et là il s'était prêt à augmenter les enjeux pour la résurrection complète. Il n'était pas intéressé à faire revivre un vieux cadavre, mais un cadavre fraîchement mort. Le soufi a donc fait savoir à ce type qu'il veut tuer et faire revivre un homme fidèle. Un homme marié fidèle, surtout. Un homme fidèle, marié fidèle avec des enfants. Le soufi semblait empeler le pont pour ressusciter à une personne fortement incitée à y revenir. Une personne qui n'avait aucune vie à malmener par la mort était une proie facile, mais bon. Et c'est un cas facile, tu te dis ouais, un gars aussi con, ça va être facile pour le Darwin Award. Muhammad Niaz de 40 ans est intervenu et s'est porté volontaire pour assassiner le lendemain. Bonjour, le roi de Darwin. Ne peut quiconque prétendre que Muhammad était un malade mental, qu'est-ce qui leur tirait de la liste,
N'oubliez pas que la résurrection par les saints est une idée qui est également populaire dans le christianisme. Le verset de la Bible, Matthieu, verset 10.8, dit que Jésus a ordonné à ses acolytes: guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Les saints catholiques ont été enregistrés comme accomplissant les miracles de ressusciter les morts. Donc, mardi, l'idée a été annoncée, mercredi, les disciples étaient tués, et jeudi, le Sophie trop optimiste était derrière les barreaux pour meurtre. Généralement, on ne met pas de Darwin Award pour meurtre, mais dans ce cas, l'acolyte s'est porté volontaire. Il s'est porté quand même volontaire pour cette connerie, donc... surtout pour les stupides qu'on lui donne un award. Bon, sur ce, je vais m'arrêter là pour ce top 10. Avant de partir, je rappelle que ce ne sont pas des exemples à suivre, on s'est quand même foutu de leur gueule, mais on a quand même une pensée pour leur famille, aux amis de ces génies qui sont morts comme des crétins. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain top.